Aujourd'hui, nous allons parler de la genèse du roman Les Faux-monnayeurs d'André Gide. Cette genèse est en fait un long cheminement. Gide a beaucoup réfléchi avant d'écrire ce roman qu'il considère comme son unique roman, son premier roman, de manière très étrange. Il rêve depuis longtemps d'écrire un roman très moderne. Il souhaite égaler Mallarmé en poésie ou bien Maeterlinck pour le drame. Il voudrait être le spécialiste du roman et pour cela il imagine créer un roman symboliste qui ne serait ni réaliste ni naturaliste. Il refuse des personnages qui concurrenceraient l'état civil et il refuse des descriptions. Alors il écrit plusieurs œuvres, mais bizarrement, toutes ces œuvres ici que vous voyez qui pourraient être nommées romans, lui, il les désigne par d'autres termes. Soit il appelle ces œuvres des traités, soit des sottis, soit des récits. Il n'utilise pas le terme roman pour évoquer ces œuvres-là. Alors quel est son programme? En fait, il dit dans la préface d'Isabelle, le roman tel que je l'imagine comporte une diversité de points de vue, une diversité des personnages. Donc il imagine un type de roman particulier. Quand il écrit Les Caves du Vatican, pas longtemps avant les Faux-monnayeurs, il écrit déjà une œuvre qui est déconcentrée, où il y a plusieurs personnages, 5 personnages qui vivent des aventures différentes. Vous voyez au passage qu'un des personnages s'appelle Lafcadio. Et même si déjà dans cette œuvre-là, il y a plusieurs personnages et qu'il y a des points de vue différents, il n'utilise pas le terme roman pour désigner les Caves du Vatican, il parle bien de sottis. Alors en même temps, avec cette réflexion sur le roman, il réfléchit précisément au roman d'aventure. Il voudrait en écrire un pour renouveler le genre du roman. Il lit beaucoup la littérature anglaise, que ce soit Fielding, Defoe ou Stevenson, mais également la littérature russe avec Dostoïevski qu'il admire. Et puis Jacques Rivière, un de ses amis, fait une étude sur le roman d'aventure. Et dans cette étude, il dit que ce genre de roman doit être une œuvre longue qui n'aura pas de composition rectiligne, contrairement aux autres romans français de l'époque. Dans ce roman qu'il imagine, le personnage ne se laissera aborder que par ses faits et gestes finalement, donc pas d'analyse psychologique. Et puis il dit que le roman d'aventure qu'il voudrait créer, ce serait un roman qui changerait à mesure qu'il grandirait, qu'il se développerait, comme une plante qui pousse. On retrouvera d'ailleurs cette métaphore dans la bouche de Gide. Alors Gide, en écrivant ses Faux-monnayeurs, effectivement, il veut faire un roman d'aventure selon les critères de Rivière. Il veut aussi faire un roman du roman, mais on y reviendra. Et puis il voudrait écrire un roman avec différents points de vue, comme les romans de Dostoïevski. Il va affirmer pour la première fois quand il écrit les Faux-monnayeurs, il va utiliser le terme roman. Dans la dédicace qu'il fait à Roger Martin du Gard, il dit « Je dédie mon premier roman en témoignage d'amitié profonde ». Donc pour la première fois, il nomme une de ses œuvres un roman. Comment peut-on avoir accès aux étapes de la création des Faux-monnayeurs ? Nous pouvons nous servir bien sûr du journal des Faux-monnayeurs qui retrace les procédés d'écriture, les procédés de composition du roman et qui évoque les problèmes qu'il a pu rencontrer sur le plan esthétique ou technique. Mais aussi le journal d'Édouard à l'intérieur même du roman qui va être finalement un moyen de connaître les efforts et les procédés de Gide qui est lui aussi attelé à l'écriture d'un roman. On peut aussi avoir connaissance des étapes de la création grâce à Roger Martin du Gard, qui est le témoin de l'écriture, qui dialogue beaucoup avec Gide et qui échange des lettres avec lui sur le sujet. Aussi grâce à Maria van Rysselberghe, surnommée la Petite Dame par Gide. Cette femme va suivre Gide pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Elle va écrire 19 cahiers qu'elle appelle Notes pour l'histoire authentique d'André Gide. Et dans ces cahiers, elle va recenser tout ce qu'elle entend ou voit émanant de Gide. Donc c'est évidemment une mine d'informations. D'après tous ces éléments, quelles sont les étapes de la création ? Alors vous avez ici des étapes relativement détaillées, importantes, qu'on a pu retrouver grâce à ces différents journaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle se fait finalement en 2 temps, cette création. D'abord une période assez difficile, 1919-1923, et ensuite toute la partie rédactionnelle qui se fait sur 2 ans, entre 1923 et 1925. Donc finalement, la création du livre porte sur 6 années. Alors 6 années, c'est énorme quand on compare avec Stendhal pour l'écriture de la Chartreuse de Parme, roman écrit en 52 jours.
On peut dire que Gide commence à donner une existence concrète à son roman en 1919, même s'il y réfléchissait avant, bien avant. Son projet va en fait, dès le départ, manquer un peu de maturité. Il va se concentrer alors sur le journal des faux-monnayeurs qui va lui permettre de faire le point sur ce qu'il imagine être son roman par la suite. Il va travailler parallèlement pendant 2 ans sur Corydon et sur Si le grain ne meurt. Donc l'écriture des faux-monnayeurs est une écriture lente, qui prend du temps. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il va annoncer sa publication à plusieurs reprises, alors même qu'il ne l'a pas terminée et qu'il ne sait pas encore trop vraiment comment s'y prendre. On le perçoit quand en janvier 1920, il publie les pages du journal de Lafcadio. Dans ce récit, il le présente comme un extrait des Faux-monnayeurs, alors que les Faux-monnayeurs n'est pas encore commencé. Donc cet extrait est publié dans la revue Littérature. En janvier 1921, il écrit L'identification du démon. Donc ces 2 extraits-là seront évidemment présents dans le journal des Faux-monnayeurs, mais les Faux-monnayeurs ne sont toujours pas commencés. Il y a un tournant dans la rédaction, donc je m'y arrête un petit peu, c'est le moment où Gide trouve l'idée du double foyer pour créer son œuvre. Le double foyer, vous voyez, c'est ce qu'on pourrait comparer donc au double foyer des lunettes. Alors pour le comprendre, on a bien compris que Gide écrit son journal, le journal des faux-monnayeurs, et il écrit aussi son roman, Les faux-monnayeurs, en même temps, ou quasiment en même temps que le journal. Pour écrire son roman Les Faux-monnayeurs, il utilise un narrateur extérieur qui rapporte les événements comme il le ferait dans un roman d'aventure. Et ce narrateur extérieur donc raconte tout cela avec son point de vue à lui. Mais à l'intérieur de ce roman, de cette narration, il y a un personnage, Édouard, qui va lui aussi faire la même chose, qui va raconter les mêmes événements, mais là du coup avec son filtre à lui, tel qu'il les perçoit. C'est ce qu'on appelle le principe du double foyer ici. Alors Édouard va lui aussi écrire son journal, le journal d'Édouard, et il va écrire aussi, en tout cas tenter d'écrire un roman qui lui aussi s'appelle Les Faux-monnayeurs. Donc on a, vous le voyez bien évidemment, une mise en abîme, puisque Gide est dans la même position qu'Édouard. Ils sont tous les deux écrivains de romans, et ils sont tous les deux l'auteur d'un journal. C'est ce qu'on appelle la mise en abîme. Ce procédé-là va être fondamental. C'est une vraie avancée dans la rédaction du roman Les Faux-monnayeurs. Alors, quelle méthode utilise-t-il pour créer les faux-monnayeurs, à part cette technique du double foyer, bien sûr? Il va constamment être en dialogue avec Roger Martin Dugard. Ils se connaissent bien, ils s'apprécient. Gide va même écrire « Aurais-je écrit ce livre sans vous ? Sans doute pas, j'en doute. » Et Roger Martin Dugard va lui conseiller, il dit même « J'attends de vous que vous écriviez une œuvre large et panoramique. » Donc les 2 hommes se connaissent bien et dialoguent entre eux, mais ils ont des conceptions très différentes du roman. Par exemple, Roger Martin Dugard conseille à Gide d'utiliser une narration objective, ce que refuse Gide. Il préfère, lui, utiliser une série de subjectivités, le point de vue de ses personnages, plus qu'une narration omnisciente. De la même manière, Gide, dans une première mouture, aborde très clairement l'homosexualité d'Édouard, très franchement. Et Roger Martin Dugard va plutôt lui conseiller de créer un questionnement autour de l'homosexualité d'Édouard plutôt que de l'affirmer clairement. Et là, du coup, Gide va suivre ce conseil. Donc ce dialogue entre les 2 personnages va permettre de faire avancer le livre dans une direction ou dans une autre. Deuxième méthode, l'utilisation de faits divers. Bien sûr, Gide n'est pas vraiment un auteur romanesque, il n'a pas vraiment une imagination très fertile, c'est plutôt un moraliste. Il observe les mœurs de son temps, donc il va accumuler les coupures de presse de manière à s'en inspirer dans son roman. Il va utiliser 2 faits divers concernant des affaires de fausse monnaie et un fait divers, celui du suicide d'un lycéen en 1909. Et ces éléments-là, ces faits divers, vont être le point de départ et le point d'arrivée du roman. Donc il se sert de faits divers, mais il se sert aussi de ses souvenirs personnels. Il va placer dans ce roman des éléments de sa vie. Il va retracer les milieux douteux artistiques qu'il fréquente, interlope. Il va rappeler les souvenirs de lycéens, de pensionnaires qu'il a pu avoir. Et puis, il va évoquer certaines anecdotes de sa vie, par exemple la rencontre avec Madame Sokolnika, qui est doctoresse polonaise, spécialiste des théories de Freud. Donc il incorpore systématiquement dans son roman des éléments. Il a besoin d'éprouver, de sentir les choses avant de les raconter.
Autre élément, bien sûr, dans ses souvenirs personnels, il s'imprègne de ce qu'il a vécu avec la famille Allégret. De 1917 à 1918, Élie Allégret, le pasteur, qu'il connaît bien, va instituer Gide tuteur de ses enfants pendant son voyage au Cameroun. Il a donc plusieurs enfants et Gide va se servir de ce qu'il vit dans cette famille pour être la trame, le point de départ de son roman. Il reçoit les confidences des uns et des autres et il voit vivre, il écoute ces adolescents et il est témoin des crises entre eux et leurs parents. Et il a un rôle particulier à jouer dans cette famille et c'est évidemment le rôle qu'Édouard va avoir dans le roman, ici. Il va également, dans cette famille, s'occuper d'une affaire d'argent détournée. Yves Allégret, un des enfants, perd de l'argent au jeu et Gide va être amené à intervenir pour expliquer à Yves, pour le ramener dans le droit chemin. Et ça rappelle directement ce qui est évoqué dans le roman dans la partie 3, le chapitre 15. De la même manière, dans cette famille, il est très proche de Marc. Marc dévore le roman de Gide, Les Caves du Vatican, il s'identifie à Lafcadio, et Gide va s'identifier, il va se projeter en Édouard, qui va jouer le rôle de tuteur auprès de Lafcadio, comme il joue le rôle de tuteur auprès de Marc. Ça sera d'ailleurs le premier départ du roman, les pages du journal de Lafcadio, dans l'appendice qui est relaté dans l'appendice du journal des Faux-Monnayeurs. L'histoire de Jean-Paul Allégret, c'est l'histoire, ça a des liens avec l'histoire de Vincent et Laura dans le roman. Donc on voit bien qu'il se sert des personnes qu'il connaît dans la famille Allégret pour être le point de départ de son roman. Il a des liens évidemment particuliers avec Marc Allégret. Il va en être amoureux très vite. Vous avez ici à droite la phrase qui résume ce que ressent Gide pour Marc Allégret. Dès que je le vis, ce fut ce premier jour, j'ai senti que ce regard s'emparait de moi et que je ne disposais plus de ma vie. Il va donc écrire en pensant à Marc. C'est pour lui, pour conquérir son attention, que j'écrivis Les Faux-Monnayeurs. Il lui propose finalement plusieurs itinéraires d'adolescents pour le faire réfléchir, et quand il voit que les choix de Marc sont un peu discutables, par exemple quand il se rapproche trop de Jean Cocteau ou quand il s'occupe de manifestations d'avant-garde, Gide abandonne le personnage de Lafcadio, il invente Bernard à ce moment-là pour lui montrer un exemple de voie à suivre. Donc le discours tenu dans Les Faux-Monnayeurs, c'est aussi un discours qui est vraiment destiné à Marc Allégret. Autre méthode pour créer, pas seulement s'inspirer de sa vie personnelle, mais aussi laisser aller sa plume. Il ne veut pas utiliser de plan préétabli, il ne sait pas d'ailleurs lui-même où il va, ni très bien où il veut aller. C'est ce que dit Roger Martin Dugard. Donc il fait un travail acharné, mais qui mélange l'improvisation et une certaine rigueur dans la méthode. Il va écrire des scènes successives, il ne va pas forcément chercher au départ à les relier entre elles. Donc il écrit des scènes en abandonnant l'idée d'un récit qui enchaîne tout d'une traite et qui mêlerait tout. Il a une écriture discontinuée par strates. Régulièrement, il est obligé de revenir en arrière pour expliquer un événement. Deuxième élément, il pense aussi à équilibrer les chapitres. Il élimine les passages qui allongeraient les chapitres. Il veut des chapitres courts. Et puis il veut repartir de zéro à chaque chapitre. Il veut repartir à neuf. Il veut un surgissement perpétuel. Il utilise aussi les suppressions. Il va supprimer beaucoup d'éléments qui sont apparus au fil de la plume. Des éléments qui rappellent le roman traditionnel, ce qu'il refuse, donc il ne veut pas tomber dans ces habitudes-là. Il supprime aussi des éléments qui seraient trop personnels et aussi des interventions du narrateur qu'il juge trop longues ou trop théoriques. Donc tous ces éléments-là font qu'il a une méthode bien à lui. Il va faire évoluer le nom des personnages également. Il désigne ces personnages de plusieurs manières avant de connaître leur nom définitif. Il va au départ utiliser des lettres X ou Y pour les désigner. Seul Édouard sera nommé dès juillet 1919. Tous les autres vont apparaître au fur et à mesure de la création du roman. Il va, quand il va avoir terminé, faire de lecture publique. Il lit à Roger Martin Dugard ses derniers chapitres et d'ailleurs il dit combien ça va l'aider et combien il va être amené à modifier des choses. Et il fait corriger les épreuves du roman, puisqu'il n'a pas trop le temps, il doit partir en voyage. Il fait corriger les épreuves à Roger Martin Dugard et à Arnold de Naville. Et à ce moment-là, Roger Martin Dugard se rend compte du talent de Gide. Quelles sont les difficultés qu'il a dû affronter pour créer Les Faux-Monnayeurs ?
D'abord, sa première difficulté, ça a été de ne pas parler à la première personne. Naturellement, il a envie d'utiliser le je, sans doute aussi parce qu'il met beaucoup de lui dans ce roman. Il a des difficultés pour y voir clair, pour organiser les événements dans un tout cohérent, les scènes successives, comment les rendre cohérentes, comment les enchaîner les unes aux autres. Donc, comment imbriquer toutes ces histoires, c'est une méthode qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Et également, comment enclencher la rédaction. C'est un roman qui va tarder à se lancer et ce retard-là, cette lenteur, va même agacer un peu Roger Martin Dugard quand il dit « Votre habileté constante me confond m'instruit et me lasse un peu ». Autre difficulté, les nombreux faux départs, les nombreuses distractions. Il va perdre du temps à recommencer plusieurs fois le même chapitre, plusieurs fois la même scène. Il est gêné par des visites, par des voyages dans sa vie personnelle. Il rédige par à-coups, donc il a du mal à s'y mettre totalement. Il va s'inspirer de son vécu, mais il ne veut pas faire un roman trop personnel. Donc l'équilibre est difficile à tenir. Et également, il ne voudrait pas tomber dans le roman à idées, qui est pour lui le pire des genres. Donc on voit que l'écriture des faux-monnayeurs est très originale par ses méthodes, mais va aussi être très difficile pour Gide.